Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Divin Divine. Présenté par Nathan et Ilana. Aujourd'hui, pour notre premier épisode, on voulait vous parler de la représentation des personnes queer dans l'art, qui est un thème très large. On a donc décidé de limiter notre analyse à la représentation des femmes lesbiennes et à la représentation des personnages queer dans la culture populaire actuelle, notamment dans les séries. Au commencement de mes recherches, c'est un tout autre sujet que je m'apprêtais à vous présenter. Je voulais développer la question de la sexualité des grands maîtres de la peinture de la Renaissance, comme De Vinci ou Michel-Ange, non seulement car ils n'auraient pas été hétérosexuels, je voulais donc en savoir plus sur la réception de cela par l'opinion publique, mais aussi savoir un peu plus comment ils exprimaient leur vie intime, leur vie amoureuse, au travers de leurs œuvres. Pour autant, au fur et à mesure de mon étude, je me suis non seulement rendu compte de la banalité de mon sujet, puisqu'encore une fois, les grands maîtres allaient attirer la lumière, mais plus encore, en tant que femme, je n'avais pas pensé instinctivement au sous-genre, et plus particulièrement aux représentations de relations entre femmes par des femmes. En tant que féministe convaincue, je me suis moi-même offensée de ne pas y avoir pensé plus tôt. Je me suis vite rendu compte que je n'étais pas réellement à blâmer. L'un des symptômes les plus visibles, paradoxalement, de notre société patriarcale depuis des siècles, c'est l'invisibilisation des femmes de tous les domaines, la culture n'étant pas en reste. Trouver des femmes qui ont marqué l'art entre l'Antiquité et le 19e s'avère être une tâche périlleuse. Ne vous y méprenez pas, il est évident que de telles figures ont existé. Mais la société s'est efforcée de ne pas les considérer de leur vivant, rendant la tâche du temps imperméable à leurs empreintes. Si trouver des artistes femmes est une tâche quasi impossible pour cette période, je ne vous parle pas des représentations de relations entre femmes par des femmes. L'historienne Marie-Jo Bonnet pointe du doigt cette prétendue inexistence de l'homosexualité féminine et accuse l'institution universitaire d'omettre volontairement cette partie de l'histoire de l'humanité. Elle écrit en 1998. La période de normalisation des savoirs et des champs de recherche que nous traversons actuellement et que la crise économique ne fait que renforcer est dramatiquement accentuée par une pratique institutionnelle française bétonnée par un masculin qui ne veut pas partager le pouvoir avec le féminin. L'histoire des lesbiennes est encore taboue parce que le pouvoir intellectuel interdit de voir ce qu'il ne peut contrôler. Le pouvoir divise, il repose sur la séparation du visible et de l'invisible, du masculin et du féminin, de l'hétérosexualité et de l'homosexualité. Puisque je voudrais m'attarder sur les femmes qui ont marqué l'histoire de l'art par leur représentation de la sexualité et des relations entre femmes, et que les références les plus fortes que j'ai trouvées datent du début du XXe siècle, je vais tout de même survoler très rapidement les périodes antérieures en l'état des connaissances actuelles, et j'ose espérer que des travaux de recherche à venir nous donneront plus de matière sur ces périodes. Il existe de rares représentations de relations homosexuelles féminines en Grèce antique, mais elles sont bien loin de représenter la majorité. L'une des seules références trouvables dont tout le monde a l'air de se satisfaire est la poétesse Sappho, habitante de l'île de Lesbos, d'où le terme lesbienne est issu, qui avait fait part de son attirance envers les jeunes filles dans ses textes. L'homosexualité, comme nous l'entendons de nos jours, c'est-à-dire être attiré par une personne du même genre, que cela soit d'un point de vue sexuel et ou amoureux, n'était pas acceptée en Grèce antique. Ce qui était en revanche encouragé était la pédérastie, qui n'a absolument rien à voir avec l'homosexualité. La pédérastie, c'était le fait qu'un homme d'âge mûr, appelé Éraste, se chargeait de l'éducation d'un jeune homme, et là on parle d'un très jeune homme qui est encore adolescent, appelé l'éromène. Cette éducation était très complète et elle passait aussi par une éducation sexuelle au sens pratique du terme. Passons désormais au Moyen-Âge qui reflète une société particulièrement misogyne. L'art était fortement codifié et la plupart des œuvres qui nous sont parvenues sont des œuvres religieuses. Vous vous en doutez bien, il n'est question d'aucune représentation de relations lesbiennes. La Renaissance s'érige en rupture avec le Moyen-Âge. L'heure est à l'humanisme, à l'hédonisme, et certains artistes sont ouvertement homosexuels ou bisexuels. Si l'orientation sexuelle de tous les artistes n'est évidemment pas précisément connue, il n'empêche que cette période est empreinte d'œuvres à caractère homoérotique. C'est-à-dire que sans préjudice de l'intention de l'auteur, qui n'était pas forcément queer ou qui n'avait pas l'intention de représenter une scène homosexuelle, il se dégage
de l'œuvre en question, un certain caractère érotique, une certaine sensualité entre deux personnages du même genre. Donatello, l'un des premiers artistes dont l'homosexualité est connue à Florence, a eu l'occasion de représenter une forme d'idéal masculin avec son David. Une plume du casque de Goliath lui caresse l'intérieur de la cuisse. Avec Michel-Ange, la masculinité est exacerbée avec son David. La force et la sensualité qui s'en dégageaient étaient telles que des moines masquèrent son sexe avec une feuille de vigne. Pour autant, l'homosexualité féminine est peu visible. On trouve des gravures ayant un caractère homoérotique féminin dans les salles de bain, mais ces dernières ont été faites par des hommes à destination des hommes. C'est à cette même période que la terrible chasse aux sorcières eut lieu. La sorcellerie et la sexualité étaient alors associées. Une femme un peu trop indépendante se voyait condamnée dès lors que sa sexualité échappait au contrôle masculin. Dans l'art non occidental, comme dans la société, l'homosexualité masculine était plutôt bien tolérée, notamment en Chine, au Japon ou encore en Inde. En Inde, dans la religion hindouiste, les dieux et déesses étaient mi-hommes, mi-femmes, s'affranchissant d'une vision binaire du genre, et elles étaient également bisexuelles. La société indienne exerçait tout de même un certain contrôle sur le corps des femmes, contrôle codifié dans les lois de Manu. Ainsi, l'homosexualité féminine n'était pas interdite, mais une femme devait rester vierge jusqu'au mariage et des actes sexuels avec une autre femme pouvaient constituer un adultère. En Chine, l'homosexualité était très bien acceptée et même courante. Malgré tout, lorsqu'elle était représentée, la sexualité lesbienne était faite par des hommes pour des hommes dans les manuels sexuels. Le Japon ayant une histoire intimement liée à la Chine, l'appréhension de l'homosexualité n'en fait pas défaut et était tolérée, bien qu'assez codifiée. Là encore, peu de témoignages existent sur les relations entre femmes. La réelle rupture avec ce silence sur les relations entre femmes dans l'art se fait au XXe. Dans un premier temps, j'aborderai l'importance des autrices dans ce tournant, et nous verrons ensuite les artistes visuels qui ont marqué à leur façon l'histoire de l'art. C'est avec les femmes de la rive gauche, surnommées aussi les saphiques parisiennes, que la visibilité sur les lesbiennes va enfin avoir lieu. Auparavant, Courbet avec L'origine du monde ou Henri de Toulouse-Lautrec avec des tableaux comme Dans le lit ou Le baiser, s'étaient bien aventurés à raconter, à illustrer les relations entre femmes ou même les femmes plus généralement. Nous en restions classiquement à des œuvres faites par des hommes. Les autrices habitant la rive gauche venaient des États-Unis, de Grande-Bretagne et de la France. On compte dans leur rang Gertrude Stein et Alice Toklas, Djuna Barnes, Colette et Jeannette Flanner. Ces femmes écrivaient sur la vie des femmes et prônaient une sexualité libérée. Certaines d'entre elles s'habillaient avec des vêtements qu'on considérait pour hommes entre guillemets à l'époque, notamment des pantalons qui, sachez-le, étaient interdits par une loi jusqu'en 2013 à Paris, interdits pour les femmes bien sûr. L'une des incarnations des femmes de la rive gauche, c'est Colette. Colette assumait pleinement sa bisexualité, elle a entretenu des relations avec des hommes, mais aussi avec des femmes. Sa relation homosexuelle la plus illustre était avec Mathilde de Morny, dite Missy. Pour l'anecdote, durant une représentation au Moulin Rouge d'un spectacle nommé Rêve d'Égypte, elle et Missy partageaient une scène de baiser langoureux. Le public fut choqué et le lendemain, le préfet de police en personne menaça le cabaret de fermeture si Rêve d'Égypte devait à nouveau être présenté. C'est dans sa série des Claudines que Colette va révéler son saphisme. Colette est une féministe sans le vouloir. Elle déclara à la revue Paris Théâtre en 1910 « Moi, féministe, ah non. Les suffragettes me dégoûtent. Savez-vous ce qu'elles méritent, les suffragettes ? Le fouet et le harem. » Selon elle, une femme, je cite, « ne doit pas participer à la vie politique à cause de ses sautes d'humeur incontrôlées, imprévisibles, liées à son cycle menstruel. Pour elle, ce n'est pas une affaire de femme de raisonner sur la guerre. Si elle ne veut pas se revendiquer féministe et elle est contre les suffragettes, elle écrira pourtant en 1910 dans Vagabonde que le mariage est un asservissement de la femme et dans Grébiche en 1937, elle relate la catastrophe de l'avortement clandestin et des violences conjugales. Son biographe, Frédéric Maget, raconte que Colette était pour le dépassement des assignations de genre. Il y a des masculins, des féminins et que chez chaque être, il y a un peu de masculin et de féminin. En 1932, son ouvrage Le pur et l'impur est publié. Les spécialistes s'accordent à dire qu'il s'agit là d'une lumineuse défense de l'homosexualité masculine et féminine. Le livre se compose de mini-récits qui, ensemble, forment un essai. Colette était une personnalité forte, paradoxale par rapport à ses propos sur les femmes en politique. Pour autant, elle a marqué son temps, et nul doute que son audace et sa liberté de l'époque ont marqué la pensée féministe et plus largement queer de notre temps.
autre femme ayant marqué l'histoire de la littérature et permis de mettre la lumière sur l'homosexualité féminine, c'est Radcliffe Hall, dite John. Son ouvrage, Les Puits de solitude, est pour Dominique Fernandez le plus important roman lesbien dans l'Europe de l'entre-deux-guerres. Le livre fut scandale au moment de sa parution à Londres en 1928 et son interdit ne tarda pas à être déclaré, les exemplaires imprimés furent brûlés. Selon Fernandez, le roman décrit une vision dure de l'homosexualité féminine, la vraie lesbienne étant décrite comme une femme masculine, ostracisée de la société, condamnée à un sombre destin. À l'opposé de ce dessin, on trouve la vision plus apaisée de Virginia Woolf. Son roman Orlando de 1928 réintroduit le mythe de l'androgyne en réaction implicite contre la sexologie de l'époque bourgeoise qui érige en dogme la séparation des sexes, note Fernandez. Orlando se présente sous forme de biographie et raconte l'histoire d'un noble anglais né au XVIe siècle. Une métamorphose intervient à ses 32 ans, le transformant en femme. En plus de ce changement, elle ne vieillit pas et traverse le temps en étant témoin de tous les grands événements de l'époque. Il y a une certaine dimension fantastique au roman. Le seul fil rouge de la vie d'Orlando, c'est qu'elle écrira tout au long de son existence, traversant les styles d'écriture des différentes périodes rencontrées. Woolf, au travers d'Orlando, attaque subtilement avec humour les mœurs anglaises rigides de ce temps. Plus les pages passent, plus l'autrice en mêle les catégories du masculin et du féminin. Le personnage d'Orlando est la transposition fictive de Vita Sackville West, une aristocrate qui est pour Virginia Woolf la femme de sa vie. Isée Bernato écrit sur cet ouvrage. En faisant vaciller à l'infini toutes les positions, Virginia Woolf déconstruit l'évidence hétérosexuelle, laquelle finit par dévoiler sa véritable nature, une convention permettant l'assujettissement des femmes dans et par le mariage à des fins reproductives. Alors, bien que je connaissais vaguement l'histoire d'Orlando avant mes recherches pour cet épisode, je n'avais pas encore entrepris de le lire. Je me suis efforcée de pas trop vous spoiler, mais je vous encourage vivement à aller y jeter un œil, sachant qu'en plus, c'est un livre très important dans l'histoire de la littérature. Je vais désormais me focaliser brièvement sur une artiste mythique qui a marqué la seconde moitié du XXe siècle, c'est Frida Kahlo. Elle est aussi connue pour son œuvre que pour sa personnalité, pour sa vie. Frida, elle prônait la liberté de la femme et appliquait cette philosophie à sa propre existence. Sa vie fut marquée par la douleur, souffrant de nombreux problèmes de santé, notamment un problème de dos qui est représenté dans l'un de ses tableaux, qui l'obligea à rester clouée au lit pendant de longues périodes. Si son idylle avec Diego Rivera est considérée comme légendaire, elle eut de nombreux amants tout au long de sa vie, mais également des amantes. Plus que d'orientation sexuelle, je vais me concentrer sur sa volonté de défier la rigidité des catégories de genre. Son autoportrait au collier d'épines et colibri illustre ceci. J'ai bien conscience que parler d'un tableau, c'est peu radiophonique, mais je vais tout de même tenter de vous le décrire. Je vous conseille néanmoins vivement d'aller l'admirer de vos propres yeux. On retrouve Frida de face, le regard fixe, un arrière-plan tout en végétation, accompagné de deux animaux, un petit singe et un chat, qui renvoie à l'exotisme indien-mexicain. Ses cheveux sont attachés, elle porte un chandail blanc qui est le symbole de la chasteté et de la pureté dans la symbolique chrétienne, tout en portant un collier d'épines. Elle est à la fois la Madone et Jésus. La professeure Styliani Kokkali explique qu'en associant ces deux symboles, Frida Kahlo dénaturalise la conceptualisation unique et essentialiste du genre. À titre personnel, je trouve qu'en plus des éléments religieux auxquels le tableau renvoie, le fait que la nature, qui représente certes une partie de ses origines, soit aussi présente, renvoie aussi à un message plus global. Ce qui est naturel selon Frida, ce n'est pas une vision segmentée, binaire du genre, mais bien un mélange des deux à la manière du yin et du yang. Si la Madone et Jésus sont vus dans l'esprit collectif comme deux personnages séparés et indépendants, en devenant les deux, elle dépeint une réunion qui est tout à fait naturelle et harmonieuse. L'œuvre de Frida est extrêmement riche et je ne m'étendrai pas plus sur le sujet. Vous pourrez trouver aisément une riche documentation à son égard. Vous le comprenez bien, notre temps est limité, nous ne pouvons pas aborder exhaustivement toutes les artistes du XXe qui ont eu un engagement féministe et ou queer. Je veux ainsi terminer ce court exposé des représentations queer par des artistes femmes par ma grande découverte, Tamara de Lempicka. Aussi surnommée la baronne au pinceau, Tamara est l'une des prêtresses du style Art déco, un style qui a pris son essor après la Première Guerre mondiale et qui toucha tous les supports de création, l'architecture, le design intérieur, les vêtements, les bijoux et l'art. Ce mouvement redéfinit les contours, s'appuie sur les formes géométriques. Mais qui est Tamara ? Tamara est née en 1898 en Pologne. Elle s'est par la suite installée en Russie avec son mari de l'époque, Tadeusz Lempicki, un avocat polonais.
Mais elle a dû fuir à cause de la révolution de 1917, durant laquelle elle fut arrêtée par la police secrète bolchevique. Ainsi, elle, son mari et sa fille Kizette finissent par s'exiler à Paris. Leur situation financière était alors catastrophique. Tadeusz peinait à trouver du travail. C'est ainsi que sur les conseils de sa sœur, elle aussi à Paris, Tamara se décida. C'était à elle de ramener l'argent à la maison. Il fallait cesser de dépendre d'un homme. Pour l'anecdote, la sœur de Tamara, qui s'appelait Adrienne Gorska, était l'une des seules femmes de son époque à avoir obtenu un diplôme en architecture. Cette soif d'indépendance, elle semble être dans l'ADN de leur famille. Tamara reprit alors des cours de peinture à l'Académie de la Grande Chaumière, où elle a notamment pu apprendre aux côtés de Maurice Denis, le peintre nubiste, et d'André Lotte, l'un des représentants du cubisme, qui aura une grande influence sur elle. Elle se fait rapidement connaître et son art est admiré par ses contemporains. Tout le monde veut un portrait d'elle. Elle côtoie notamment André Gide, Colette ou encore Jean Cocteau. De Lempicka, elle est faite pour cette vie de bohème, une vie de mondaine parisienne. Elle fait partie de cette avant-garde. Businesswoman, elle comprend très rapidement que pour attirer les clients, son image publique est capitale. Et elle prend donc grand soin à l'entretenir. En tant qu'artiste à part entière, Tamara est un esprit libre. Elle est ouvertement bisexuelle, multipliant aussi bien les conquêtes masculines que féminines. Son art est d'ailleurs particulièrement inspiré par ces dernières. Ces muses sont le support de bon nombre de ses créations, comme on peut le voir dans les tableaux La Tunique rose de 1927 ou encore La belle Raffaella en verre de la même année. Elle a été particulièrement touchée par le maniérisme de la Renaissance italienne, découvert plus jeune au cours d'un voyage en Italie avec sa grand-mère. Dans La belle Raffaella, on assiste à cette vision amplifiée de la réalité propre à l'artiste. Ce nu de Raffaella intègre les grands codes de Tamara. Une lumière théâtrale, en grande admiratrice de cinéma, elle aimait jouer avec le contraste sur les lumières à la manière de projecteurs de cinéma. Les courbes sont généreuses et une sensualité absolue se dégage du tableau. La pose de la muse suscite le désir, l'atmosphère est intimiste, on a l'impression d'être à la place de Tamara. Dans ces tableaux, les sujets sont imposants, comme s'ils allaient sortir du cadre. Dans l'œuvre Groupe de 4 nus réalisée en 1925, l'artiste représente 4 femmes nues, vous vous en douterez, entremêlées dans des poses suggestives. On peut y voir un parallèle avec les baigneuses d'Ingres, peintre qu'elle admirait beaucoup, bien qu'ici les poses soient bien plus outrancières, entre guillemets. Les modèles sont très rapprochés et une impression de compression s'en dégage, ce qui accentue l'érotisme de la scène. L'historienne Joanne Cox propose une lecture de l'œuvre. Le tableau invite la femme spectatrice à prendre part à cette scène en tant qu'amante, à l'inverse de créer un spectateur masculin voyeur. Tamara de Lempicka était à l'image de son autoportrait Tamara dans la Bugatti verte. C'est elle qui conduit la voiture de luxe. Peut-être une métaphore de son influence sur la scène mondaine. Elle a un casque en cuir, ses gants, son écharpe au vent et son regard de glace qui nous défie. Elle incarne la beauté froide d'une indépendance sans limite. J'ai commencé à m'intéresser à Tamara avec la sublime BD Tamara de Lempicka, écrite par Virginie Grainer et illustrée par Daphné Collignon, que je vous conseille vivement d'aller consulter si vous voulez en savoir plus. Elle est accessible à la Bibliothèque de Lyon et est assez fidèle aux recherches que j'ai pu faire par la suite sur sa vie. Comme Ilana l'a évoqué, il y a une très forte propension à la sous-représentation des minorités LGBTI dans l'art. Et cette question, ça vient amener à une question plus large. Oui, parce qu'ici on mansplain. À quoi ça sert de représenter des PD, des lesbiennes, des trans, des bi dans les films, dans les séries, dans la pop culture, dans l'art ? En réalité, la représentation, c'est essentiel pour les minorités marginalisées. Faute de modèles, faute d'images, il est difficile de se penser, de savoir qu'il est possible d'exister. Plus globalement, se voir dans les séries, dans les films, en tant que jeune trans, de jeune gay, de jeune lesbienne, ça permet de se dire « je suis pas un monstre, j'ai la possibilité de pouvoir exister, d'être heureux dans ce monde malgré tout ». Face à une société dans laquelle, on va pas se mentir, on est une anomalie, une déviance, une exception, briser la solitude et la honte, entourant l'omerta de nos existences, c'est vital pour notre construction et notre survie. Mais au-delà de ça, les modèles et les régimes de représentation dans une culture n'ont pas qu'un rôle purement réflexif. Ça ne sert pas uniquement à montrer la réalité des expériences vécues, mais ça permet aussi de les co-construire. Pour simplifier, pour notre public hétérosexuel et cisgenre, ça permet de sortir de la honte et par conséquent, on ne se dit plus « je suis une odieuse bête perverse, jamais je ne pourrai atteindre le mode de vie sacro-saint et pur hétérosexuel ». La représentation, ça sert justement à permettre d'offrir des modèles dans lesquels on s'identifiera dans la construction de notre genre ou de notre sexualité, qui permettra de pas simplement nous dire « je suis destiné à une mort affreuse, à un mode de vie décadent qui finira
inévitablement par ma mort avec 4 seringues dans le bras ou par ma pendaison. Alors, petit point de précision, quand je dis décadent, je ne veux pas dire décadent au sens hétérosexuel du terme, ou au sens assimilationniste, en mode ne pas avoir 10 000 partenaires, ne pas organiser de partous, ne pas sortir en teuf, ne pas prendre de la drogue. Non, ça c'est parfaitement légitime, prenez autant de drogue que vous voulez, youpi, toujours avec modération, et autant de partenaires sexuels que vous voulez, mais protégez-vous. Quand j'utilise le terme décadent, c'est pour amener l'idée d'un mode de vie qui nous rendrait forcément triste, que ce mode de vie, celui que je viens de décrire, nous amènerait inévitablement à notre mort présumée, à notre dépression ou à notre tristesse intense, perdre tous les êtres qu'on aime et ainsi de suite. Je vais évoquer mon cas personnel. Ça fera en sorte que toi et moi on deviendra un peu intimes en quelque sorte. De toute manière, ça fédère le public et ça permet de vous avoir pour les 10 prochains épisodes. Alors, moi j'ai grandi dans les années 2000, au fin fond de la campagne, dans un milieu ouvrier, et disons que on parlait pas trop d'homosexualité. Je savais même pas ce que c'était. À vrai dire, j'ai commencé à savoir ce que c'était vers mes 10-11 ans quand on commençait à me taxer de PD. Oui, effectivement, j'ai toujours été un peu maniéré et ça se voyait de l'extérieur que je l'étais, on va dire. On disait que j'avais du potentiel. Et ben, ils ont pas eu tort du tout. Mais pour revenir au sujet, j'avais aucun modèle de représentation. Je savais pas ce que c'était. Et en ne sachant pas ce que c'était, en n'ayant aucun modèle auquel m'identifier, sans pouvoir me comprendre, j'ai voulu me fondre dans le moule. J'ai voulu être hétérosexuel parce qu'il y avait aucun horizon pour moi, aucun horizon pour une éventuelle homosexualité. D'ailleurs, je savais même pas ce que c'était. Je savais même pas que c'était possible d'aimer les garçons. Qu'est-ce que c'est que ça? Et vu les propos que j'en entendais dans les cours de récré, ça semblait être quelque chose de mal. Par conséquent, je me suis auto-persuadé d'être hétérosexuel à un stade tel que j'ai intériorisé de l'homophobie. J'ai intériorisé de l'homophobie et j'étais le plus homophobe de ma cour de collège. Bon, c'était pour on va dire en quelque sorte, renforcer mon placard dans lequel j'étais, l'opacifier, même si ça n'a pas servi à grand chose, vu que j'étais une grande tafiole. Oui, j'utilise des termes des années 2000, il y a quoi? J'aurais adoré avoir des modèles sur lesquels me raccrocher. Vu que j'en avais pas dans mon entourage proche, au minimum, dans les séries, dans les films, ça aurait permis d'avoir une porte de sortie à tout ça, savoir que j'étais pas seul. Mais pour le coup, il y avait aucun homosexuel dans mon entourage, ou du moins tout le monde le cachait. Alors du coup, que faire? À part subir, à part me ronger de honte et me fondre dans l'habit hétérosexuel en sortant avec des meufs. Oui, parce qu'au collège, j'avais quand même plusieurs meufs. Et oui, que dites-vous de ça? Et c'est en ça que la représentation, c'est essentiel. Mon histoire, c'est l'histoire de millions d'autres LGBT qui existent à travers le monde. Mais après cette petite aparté sur ma vie personnelle et les aspects positifs de la représentation, on va aussi aborder tous les écueils qui sont autour d'elle. Toutes les controverses militantes ou non militantes qui entourent les questions de la représentation LGBT dans les médias, dans les films, dans les séries. Je pense que vous me voyez venir. Mais mon Dieu, le lobby LGBT a incrusté toutes les strates de la société. Je ne peux plus regarder la télé, ni Netflix sans voir 2 hommes s'embrasser, 2 femmes se tenir la main, des personnes faire des transitions de genre. Mais mon Dieu, la décadence, moi ça me rend même plus homophobe et plus transphobe qu'avant. Bon, en sortant du troll et en écoutant ces arguments qui sont passablement LGBTophobes, ils sont quand même révélateurs de quelque chose. Révélateurs d'une gêne. Une gêne qui est issue de la remise en question des rôles sexués et des dynamiques de genre dans une société. Les hétérosexuels apprennent qu'ils ont une sexualité, qu'ils ne sont pas normaux, qu'ils ne sont qu'une sexualité parmi d'autres. Ça effrite le bloc monolithique de l'hétérosexualité comme norme qui régit une société. L'hétérosexualité est et demeure une structure sociale. Et elle s'est vendue comme la seule sexualité qui était possible et qui était naturelle, qui était bonne. Or, aujourd'hui, avec la multiplication des représentations homosexuelles ou même de transidentité, ça vient remettre en question cette naturalité, cette sacro-sainte hétérosexualité qui en fait n'est pas au-dessus de la société et au-dessus de la civilisation humaine, mais qui est en plein dedans. Alors, il n'a pas fallu attendre 2022 et l'explosion des plateformes de streaming en ligne pour avoir cette remise en question et ce discours-là de la surreprésentation LGBT, le lobby LGBT partout. Vous vous en doutez, ça arrivait en même temps que les premières représentations, notamment aux États-Unis et aussi en France. C'est pas ce qu'on pourrait appeler un backlash, puisque c'est pas venu après une forte avancée de nos droits et de nos représentations. En fait, c'est venu en concomitance. C'est venu en même temps. Dès le début des premières représentations, il y avait des manifestations devant les studios d'Hollywood, protéger nos enfants. Bon alors je vais pas vous mentir, bon, c'est un peu con et c'est un peu con de le rappeler, mais si voir une orientation sexuelle dans une série ou dans un film ou dans un dessin animé pour enfants, ça permettait de revêtir cette orientation sexuelle, vous en doutez qu'il y aurait que les hétéros sur cette terre. Moi le premier. Mais on reparlera de l'hétérosexualité et de son rapport avec l'homosexualité dans un prochain épisode. La représentation, ça mène aussi à des conflits entre gays, entre lesbiennes, entre trans sur leur vision de la représentation. Alors, je vais citer un très grand représentant des gays de France,
le plus grand même, Mathieu Delormeau, qui, lors de l'émission de TPMP, a dit la phrase suivante. Ça fait 20 ans que la télévision montre des homosexuels totalement caricaturaux. Ils font les cuirs, ils mettent Benjamin Bove, ils font Secret Story, ils mettent Benoît Dubois. Et là, ça fait 12 ans qu'on demande à Danse avec les stars que 2 garçons dansent ensemble. Et quand 2 garçons dansent ensemble, qui danse? C'est Bilal Hassani, un mec qui a une perruque et des fossiles. Je ne me reconnais absolument pas dans ce style de gay. Alors on va être cash, le propos de Mathieu Delormeau est dégueulasse, déjà parce qu'il parle d'homosexuels totalement caricaturaux. Alors ça rejoint un discours de respectabilité qui a été beaucoup avancé par une partie de la communauté sur le fait de devenir respectable auprès de la norme hétérosexuelle, de pouvoir s'assimiler à elle, puisque en fait on peut être pédé et être viril et être misogyne comme un vrai homme en fait. Il n'y a pas de souci avec ça. Et du coup, les pédés qui se mettent une plume dans le cul, c'est les mauvais homosexuels parce que c'est à cause de eux qu'il y a l'homophobie, c'est à cause de eux que nous, on n'a pas de droits et ainsi de suite. Alors que bon, je sais pas si c'est utile de le rappeler, mais les seuls responsables de l'homophobie, c'est les homophobes. Plus globalement, c'est le rejet de l'homosexuel qui vient perturber l'ordre social, qui vient perturber, comme je l'ai avancé avant, l'ordre sexué et les dynamiques de genre. C'est l'interdiction de pouvoir s'incarner comme on a envie de s'incarner dans notre sexualité et dans notre identité de genre. Et en fait, c'est ça le fond du message. Il y a une multitude de façons de s'incarner dans sa sexualité. Et en fait, on peut être libre de pouvoir s'incarner comme on le souhaite. Mais le problème, c'est que dans une situation de sous-représentation dans les médias et dans l'art des sexualités minoritaires, chaque représentation incarne l'ensemble de cette sexualité ou de cette identité de genre. La manière de lutter contre ça, ce serait de multiplier les modes de représentation, loin des carcans habituels, loin de l'esthétisme traditionnel qui est attribué à la communauté LGBT, qui permettent de rassembler le plus largement possible des personnes qui ont des pratiques homosexuelles, avec une multiplicité d'incarnations de leur sexualité. Et ça, sans venir placer une hiérarchie entre le bon et le mauvais homosexuel, entre le bon et le mauvais trans. Faire coexister les modes de représentation des personnes ayant des pratiques homosexuelles ou ayant des transitions de genre, sans venir imposer un jugement de valeur ou un jugement moral sur l'un ou sur l'autre, mais en venant faire coexister le tout en toute légitimité, en toute horizontalité. Pour être honnête, j'aurais pu encore parler de ce sujet pendant des heures tellement ça m'intéresse. J'aurais pu aborder la question du stéréotype que je trouve très intéressante parce que même si on rejette ça en général avec colère, et parce qu'en fait on taxe ça de trop simpliste avec des connotations beaucoup trop homophobes, en vrai le stéréotype c'est quelque chose qui est bourré de variété, c'est quelque chose qui est très complexe, contradictoire des fois et intense et ça permet de se reconnaître dedans. Mais on abordera ça peut-être une autre fois dans un épisode bonus. Après avoir traité de la représentation dans sa définition, dans son utilité, après avoir parlé de la limite de la représentation, dans le sens où elle ne permet pas de représenter toutes les variantes de l'expression et de l'incarnation de la sexualité, on va aborder le versant critique de la représentation. Est-ce que la représentation se suffit à elle-même, qu'elle soit bonne ou mauvaise ? Il est à rappeler qu'il suffit d'observer la prolifération d'un ensemble d'œuvres culturelles, pour beaucoup soutenant des valeurs libérales gay positives, en pensant qu'elles provoquent un changement radical dans le corps social et politique. On va pas être pessimiste, le système capitaliste nous a assimilés en partie. On a fait bouger les lignes de position culturelle et c'est presque devenu à la mode d'être LGBT-friendly. Et en vrai, tant mieux. J'ai envie de vous dire, ça permet d'avoir des modèles et une multitude de modèles pour que des jeunes LGBT puissent se reconnaître et éviter de vivre comme des pestiférés, comme c'était le cas dans les années 80. Et aussi, c'est le signe d'un rapport de force qu'on a réussi à imposer. Mais il faut pas être naïf, cette représentation, ça nous est pas accordé gratuitement et gentiment comme ça. Il y a des intérêts économiques évidents qui ont sous-tendu le fait que le capitalisme nous a intégrés et assimilés à lui. Quand on prend maintenant l'exemple de Mastercard, qui était en partenariat avec la Pride de 2017, cette dernière a en même temps profité pour privatiser le système de dons qui était fait pour la Pride et se faire du profit dessus. À hauteur de comparaison, Mastercard, c'est juste 7 000 € de participation, sur un chiffre qui a des dizaines de millions de bénéfices chaque année. Il y a aussi Disney, qui organise chaque année la Disney Pride, mais d'un autre côté, Disney a financé la loi Don't Say Gay aux États-Unis. Et je pourrais multiplier ces exemples fois 1000. Toutes les grandes sociétés cotées au CAC 40 ou non, qui ont multiplié les certifications LGBT inclusive ou LGBT friendly, qui au final ne font rien pour les LGBT. C'est tout simplement du pinkwashing comme le greenwashing existe. C'est se servir des LGBT pour se donner bonne image en disant qu'on les inclut dans nos sociétés. Et ainsi multiplier les ventes. Quand on voit les mois de juin arriver avec tous les produits qui sont estampillés du drapeau LGBT, plus tous les logos sur Instagram qui changent d'un coup et qui deviennent tous drapeau arc-en-ciel, sauf dans les pays bien sûr où les lois répressives sur les LGBT sont beaucoup plus présentes, on ne peut pas avoir ici autre chose qu'une forme d'hypocrisie. Et en vrai ici, je vais pas faire mon puriste, je veux dire, je préfère avoir le capitalisme de mon côté que l'inverse.
Mais est-ce qu'on doit lui donner du crédit LGBT pour le coup? Est-ce qu'on doit dire, oh oui, ces entreprises font quelque chose pour nous? Évidemment que non. Celui qui s'est attiré autant les foudres de la communauté LGBT que des homophobes, c'est Netflix, avec sa stratégie de queerbaiting évident et avec la surreprésentation de figures LGBT dans ses séries et ainsi de suite, avec son grand programme d'inclusion. Mais je vous rassure, il n'a pas fallu attendre les années 2000 pour voir ça débarquer. Déjà dans les années 90, les networks américains cherchaient à cibler une portion de l'audimat qui étaient désignés les slumpies. En gros, c'était les sociolibéraux diplômés urbains avec de bons revenus. Dans un contexte de forte compétition dans la diffusion télévisuelle, l'objectif c'était d'attirer un public très haut de gamme, attirant avec eux des annonceurs publicitaires qui cherchaient à atteindre cette cible. Vous vous en doutez peut-être, mais avoir ce type d'intérêt économique derrière, ça veut dire qu'on cible les hétéros. Surtout au début des années 80-90. En fait, on va venir ici faire la morale aux hétéros en leur disant l'homophobie c'est pas bien. En gros, on présente l'homosexuel dans un arc narratif assez court. Sur l'échelle d'une série, un épisode, c'est l'épisode du coming out, où un personnage vient annoncer qu'il est homosexuel. La plupart du temps, c'est un personnage qui tranche avec les codes, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se fond parfaitement avec l'idée qu'on se fait du masculin, et qui vient dire, je suis masculin et je suis homosexuel. Ce qui crée doute et incompréhension dans la tête du personnage, qui fait en sorte que l'élément narratif, c'est l'hétérosexuel doit se rendre compte que, oui, certes, son ami est homosexuel, mais qu'il va pouvoir, que c'est pas important. Et conclusion de l'épisode, c'est passé, l'épisode du coming out est passé et on ne reverra quasiment plus ce personnage du tout dans la série à l'avenir. Je vais pas faire ici toute l'évolution de la représentation des homosexuels dans les séries états-uniennes. Je vais plutôt vous orienter vers la thèse de Sébastien Mignot qui s'intitule Identité télévisuelle post-placard, États-Uniens gays en représentation et politique de visibilité. Moi, je vais plutôt m'attarder sur les modalités de représentation et ce que ça cause. En fait, il y a souvent une représentation, surtout à l'heure actuelle, moraliste. La plupart des séries dépolitisent la question de la sexualité et du genre en les restreignant à des problématiques interpersonnelles et pas systémiques. Il n'est pas bien d'être homophobe ou transphobe. Alors vous allez me dire, bah oui Nathan, t'es con quoi? Mais confiner le problème de l'homophobie et la transphobie à l'ignorance, à la perplexité ou à l'inconfort de Brian, le quarterback du lycée, ou Christophe, le collègue de bureau relou, en fait ça permet de balayer le sujet en quelques épisodes sans s'intéresser au tréfonds des LGBT-phobies et sans toucher à l'hétéronormativité. Cette multiplication de représentations de l'homosexualité masculine, parce que les lesbiennes sont encore très sous-représentées et les personnes trans, on peut en parler tellement c'est un scandale, a paradoxalement conduit à des récits où l'homosexualité n'était plus un souci. Comme si l'homophobie était un vilain souvenir. C'est ce qu'on pourrait appeler l'esprit post-gay. L'homosexualité n'est pas un problème en soi, ou alors elle est confinée à des problématiques interpersonnelles. Et la plupart du temps, même pas à ça. La plupart du temps, c'est des problématiques qui sont internes au personnage. C'est sa propre homophobie, c'est son propre placard. Il suffit de voir par exemple la série Glee, dans laquelle le personnage homosexuel se fait persécuter par les membres de l'équipe de football, dont un qu'il persécute plus que les autres, parce que au fond, il serait pas si hétérosexuel que ça. Et on peut multiplier les exemples. Les seuls hétérosexuels qui sont vraiment homophobes, ce sont des hétérosexuels qui sont catégorisés comme fous, comme arriérés. Mais la combinaison à la fois du progrès dans l'inclusion des personnes LGBT sur le petit écran et grand écran, et en même temps cet esprit post-gay qui enivre quasiment toutes les productions actuelles, en fait ça produit un effet de chaîne qui a comme conséquence d'édulcorer, voire d'expurger le besoin de conquête de nouveaux droits et de changements sociaux. En mode, vous êtes suffisamment représenté, à quoi ça sert de vous accorder des droits? Tout le monde vous accepte. Et c'est aussi l'idée qui est véhiculée par l'appareil culturel. L'idée d'un accroissement de représentation comme synonyme de progrès suffisant, en fait, ça permet à la conscience hétérosexuelle de se déresponsabiliser des problèmes encore actuels qui sont bien présents et qui sont très souvent ignorés d'eux. Je vais citer un sociologue américain qui s'appelle Josh Gamson, qui dit que la visibilité à la télévision peut être nécessaire et un plaisir, mais en fait, elle ne garantit rien de plus qu'elle-même. Alors, après tout ce qui a été dit, comment conclure? Déjà, on peut que constater le fait qu'il y a une plus grande représentation LGBTI dans l'art et les médias. Quand on voit que RuPaul Drag Race France est une émission qui a été financée et qui est diffusée sur une chaîne publique, ça donne espoir. Et ça montre aussi une inclusion de nos codes et de notre esthétisme dans la culture de masse. On a fait bouger les lignes de front culturelles, mais le combat est loin d'être gagné. Et la représentation, ça peut pas être qu'un combat en soi. Comme je l'ai évoqué avant, ça permet aussi de dépolitiser et de rendre apathique le mouvement, de rendre apathique les luttes. Et toute représentation n'est pas bonne. Quand on voit que l'extrême droite utilise l'image LGBTI et se vend comme le défenseur de nos droits dans notre pays, des lumières contre l'obscurantisme musulman, ça pose problème. On nous utilise pour taper sur une autre communauté et on nous antagonise en même temps.
Quand on voit que Israël finance massivement des projets de films et de séries LGBTI, finance des prides pour pouvoir avoir une bonne image auprès de la communauté internationale, ceci pour masquer les réalités du fait que c'est un état d'apartheid qui est en guerre et qui viole le droit international humanitaire à moult reprises et qui est condamné par l'ONU des centaines de fois, c'est pas une représentation qui fait envie, c'est une représentation instrumentalisée. Il faut qu'on gagne encore plus de pouvoir sur nos représentations, qu'on puisse les faire à nos conditions et pas aux conditions des autres. Il y a de l'espoir, il y aura toujours de l'espoir, mais il faut surtout se mobiliser et continuer à lutter sur le terrain. Il faut rappeler que le refuge a enregistré une augmentation de 40% du nombre de jeunes LGBT+, hébergés par eux. Et aujourd'hui, les transphobes sont en roue libre et sont soutenus par les institutions et par l'État. L'affaire Dora Muto et Marguerite Stern, en fait, ça montre bien un contexte extrêmement défavorable pour les membres de notre communauté. Je peux que vous conseiller la chaîne YouTube XY Media, qui est une chaîne pépite sur toutes les questions de transidentité. Si t'es pas très informé sur la question ou que t'es une personne en questionnement ou un ou une jeune trans, moi je te conseille d'aller regarder leur chaîne, c'est très éclairant. On se retrouve d'ici quelques jours pour écouter l'entretien que Ilana et moi on a tenu avec Sullivan Le Postec, le créateur et le scénariste de la série Les Engagés, qui est une série qui parle de militantisme LGBTI sur la scène lyonnaise, du coup une série 100% Lyon. C'est une série France TV / qui est disponible sur YouTube. On vous invite à regarder la série avant d'écouter l'entretien, c'est beaucoup plus compréhensible ainsi. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, plein de bisous et amitié LGBT.